J'ai le plaisir, au nom de l'équipe de la revue épistolaire, de vous présenter le 42e numéro. Ce numéro comporte un dossier consacré à la correspondance de Zola, sur lequel nous reviendrons. Des perspectives épistolaires, avec un article signé Pierre Allaurent sur la correspondance et ses secrets. Un article de Sonia Anton sur la correspondance de Céline. Enfin, la rubrique Curiosité épistolaire est consacrée à un objet important, mais souvent oublié. Benoît Melançon nous dit tout, ou presque, sur l'enveloppe. Les rubriques habituelles sont au rendez-vous. Des comptes rendus, des analyses de correspondance, entre autres Madame de Maintenon, Madame de Rémus-Musa, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Henri Michaud. L'actualité de la lettre est présente grâce à Marianne Charrier et la bibliographie grâce à Agnès Cousson et son équipe. J'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir à l'Université d'Orléans Alain Pagès, professeur à l'Université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Il est directeur des cahiers naturalistes et c'est un éminent spécialiste de la correspondance de Zola. Alain Pagès a accepté de coordonner le dossier Zola épistolier qui ouvre ce numéro. Pour commencer, Alain Pagès, pourriez-vous commenter le cliché que nous avions choisi ensemble pour la couverture de ce numéro ? Cette photographie est l'une des dernières photographies de Zola que l'on ait conservées. Elle a été publiée dans la Vie illustrée du 3 octobre 1902. C'est une photographie que j'aime beaucoup. Elle représente en effet tout à fait l'esprit de ce dossier Zola épistolier. Et comme vous le disiez à l'instant, ce coffret, ce tabernacle qui se trouve sur la photographie est tout à fait important, car c'est là que Zola enfermait les documents les plus précieux qu'il recevait, et notamment les lettres qu'Alexandrine lui adressait. Bien, merci de nous avoir parlé de ce mystérieux coffret qui renfermait tant de trésors. Mais avant même que votre belle édition des lettres à Alexandrine ne reçoive le prestigieux prix Sévigné, qui récompense une belle édition de lettres, nous avions décidé de consacrer un dossier à Zola épistolier. Pourquoi, d'après vous, était-ce le bon moment pour s'occuper de parler de la correspondance de Zola ? C'était le bon moment parce que les lettres alexandrines venaient de paraître chez Gallimard en octobre 2014. Elles constituaient en quelque sorte la fin, la clé de voûte, peut-on dire, d'une longue entreprise éditoriale sur laquelle il était intéressant de revenir. Alors cette entreprise, c'est d'abord l'édition de la correspondance générale de Zola entre 1978 et 1995. 10 volumes ont paru, un 11e volume, un supplément a paru un peu plus tard en 2010. Il fallait donc revenir sur cette entreprise et puis évoquer l'autre partie de l'édition, c'est-à-dire l'édition de la correspondance intime, les 2 volumes, d'une part des lettres à Jeanne, publiées en 2004 chez Gallimard, et enfin les lettres alexandrines, publiées exactement 10 ans plus tard, en 2014. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la longue histoire de la publication de cette correspondance de Zola ? Alors, la correspondance générale, c'est donc une entreprise universitaire classique, une coopération internationale qui a très bien fonctionné entre d'une part une équipe canadienne qui était basée à Toronto et puis une équipe française soutenue par le CNRS qui était parisienne. Et cela a permis l'édition sans rupture, sans problème finalement, des 10 volumes de la correspondance générale. Le directeur de cette entreprise était Bart Baker, un universitaire canadien. Tout cela avait été lancé à l'initiative d'Henri Mitran qui a vraiment piloté l'édition. Et donc on a eu régulièrement des volumes qui se sont concentrés sur les grands événements de la vie de Zola, car chacun des volumes, au bout d'un moment, regroupait 3-4 années, de telle sorte qu'on avait par exemple sur l'Assommoir le volume 3, un peu plus tard sur Germinal le volume 5, ou bien le volume 9 sur l'époque de l'affaire Dreyfus. Telle est donc l'histoire de cette correspondance générale, et puis à côté, les lettres à Jeanne et les lettres à Alexandrine, qui sont ces lettres longtemps cachées, longtemps dissimulées, que les chercheurs ne connaissaient pas, et que, il faut lui rendre hommage, Brigitte-Émile Zola, l'arrière-petite-fille de l'écrivain, la petite-fille de Jacques-Émile Zola, le fils de l'écrivain, a souhaité rendre public. Son grand-père lui avait donné comme consigne de ne publier ses lettres qu'au début du XXIe siècle. C'est ce qu'elle a fait. Et donc, elle a permis que l'on connaisse ce dialogue particulier, extraordinaire, que Zola a conduit avec ces 2 femmes qu'il a également aimées, Jeanne et Alexandrine. Quelle est la place occupée par ces correspondances intimes dans l'immense massif que représente la correspondance de Zola ? Alors, la correspondance intime, on vient de le dire, c'est 2 volumes. Les lettres à Jeanne,
cette jeune femme qui a donné à Zola 2 enfants, Denise d'une part et Jacques, et puis les lettres alexandrines, la compagne de toute une vie. Ces lettres se caractérisent par le fait que d'une part elles sont plus longues, plus riches évidemment en tonalité lyrique que les lettres de la correspondance générale, et surtout qu'elles se concentrent sur la dernière partie de l'existence de Zola, sur les années, disons, 1892-93 jusqu'à la fin, de telle sorte qu'elles équilibrent ce qui était autrefois la vision que l'on avait de la correspondance de Zola, où les lettres de jeunesse semblaient relativement importantes. Voilà donc un deuxième massif qui permet à ce discours épistolaire d'avoir une réelle cohérence, une unité profonde. Zola épistolier. À quoi reconnaît-on une lettre de Zola et pensez-vous qu'on puisse parler d'un style épistolaire typiquement zolien? Alors une lettre de Zola, je crois que c'est une lettre d'un homme d'action, d'un homme qui est lancé dans la bataille littéraire, d'un homme qui, toute sa vie, a géré avec une grande intelligence sa carrière. Il écrivait à ses éditeurs, il écrivait à ses traducteurs, il faisait tout pour que son œuvre soit diffusée de la meilleure façon qui soit. Donc ces lettres sont relativement courtes. Ce sont, comme je l'ai dit, des lettres de combat, mais il y a aussi dans cet ensemble les grandes lettres ouvertes que nous avons incluses dans ces 10 volumes. Il y a par exemple le J'accuse qui a été publié dans le tome 9 de la correspondance. Donc une lettre de Zola, c'est une lettre pragmatique, une lettre tournée vers la communication, avec malgré tout, car Zola est un homme qui écrit brillamment des formules sur la question littéraire qui sont souvent extraordinairement intéressantes. Et puis il y a à côté ces lettres intimes qui donnent autre chose, qui donnent cette parole particulière, cette parole de la douleur, cette parole de la séparation qui est celle des lettres à Jeanne et des lettres à Alexandrine. Maintenant, pourriez-vous nous dire quelle est la place de cette correspondance dans l'histoire littéraire et peut-être même dans l'histoire de l'œuvre de Zola? Quelle place occupe-t-elle? Alors cette correspondance, évidemment, elle suit régulièrement les moments de l'œuvre de Zola. Je le disais à l'instant, les volumes de la correspondance générale sont rythmés par la publication des grands romans, l'Assommoir, Germinal, jusqu'au dernier cycle qui sont moins connus, les Trois Villes ou les Évangiles. Donc elle est évidemment fondamentale si l'on veut réfléchir à l'existence de Zola, si on veut écrire la biographie de Zola. Je dirais que la correspondance est le véritable document qui permet d'entrer dans l'existence de Zola. Et puis il y a évidemment ces lettres de la correspondance intime qui donnent autre chose, qui donnent cette séparation, ce drame du couple absolument extraordinaire qui a été celui de Zola. Et elles nous permettent en effet d'entrer dans l'homme privé, dans l'homme avec cet amour qu'il n'a jamais pu véritablement conduire. Avec Jeanne, je pense à ces lettres bouleversantes écrites à Jeanne où il évoque ces étés qu'il ne vivra jamais avec elle parce qu'il est séparé d'elle, parce qu'il est simplement forcé d'imaginer ses enfants jouant sur la plage de Saint-Aubin, ou bien je pense évidemment aux lettres d'exil quand Zola, éloigné de France, pendant de longues semaines, quand il écrit Alexandrine, pense que jamais il ne reviendra en France. Eh bien, nous remercions vivement Alain Pagès et chacun des contributeurs de ce beau dossier. Nous vous souhaitons d'agréables découvertes à la lecture de ce 42e numéro d'Épistolaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain clip épistolaire.